nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. Ils sont 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, DG du Fonds 2050, président de The Camp et vice-président de France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madines, France Digital, La French Tech et Neuflis OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de 40 nuances de Next qui signe en beauté notre rentrée. En beauté parce que nous ouvrons le bal dans un lieu mythique, le Musée des Arts Forains. En beauté aussi pour un événement encore plus mythique pour les startups et les investisseurs, le France Digital Day, FD Day pour les intimes. En beauté aussi car nous lançons cette saison avec un nouveau partenaire, Oracle, dont la patronne pour la France, Karine Picard, nous fera le plaisir de challenger avec nous notre invité et plus largement les entrepreneurs du Next 40. En beauté, encore, enfin. Avec notre invité du jour, nous l'accueillons aujourd'hui, certes, mais c'est un peu lui qui nous accueille, peut-être sans le savoir, depuis nos débuts sur sa plateforme de streaming audio, Deezer. Louis-Alexis de Gemini, bonjour. Bonjour Thomas, merci de votre accueil. Et bonjour à mon incontournable compère Olivier Mathieu. Bonjour Thomas, bonjour Louis-Alexis, on est ravis de te recevoir Louis-Alexis, on se connaît quand même depuis quelques temps. Et comme tu disais, en beauté, je pense qu'on peut dire en beauté aussi pour Louis-Alexis, un des plus beaux gosses du Next 40. Alors ça, c'est le problème de faire de l'audio, mais on promet de laisser votre imaginaire imaginer la beauté de cet homme. Ensemble, nous allons explorer les succès de Deezer, les luttes en cours dans le paysage audio, artistique et tech face à ses concurrents ou avec les pouvoirs publics peut-être. Ensemble, nous tâcherons de révéler l'homme derrière l'entreprise, un homme au talent éclectique, major de promo HEC, l'université de Columbia, si la fiche Wikipédia était juste. Vous êtes Louis-Alexis, créateur de M6 Music, fondateur de W9 Productions, entre autres. Vous avez lancé Love Story, Pékin Express, La Nouvelle Star et bien d'autres. Vous êtes réalisateur, peintre, mais aussi musicien. Je passe du vous au tu, c'est n'importe quoi. Alors, c'est très bien. Artiste, entrepreneur ou les deux, c'est en somme le jeu auquel nous vous proposons à vos auditeurs de jouer aujourd'hui. Et pour cette première partie, focus sur Deezer, et les habitués le savent, ça commence par le portrait Next 40 d'Olivier Mathieu. Alors je vais proposer un petit portrait de Deezer, mais tu pourras me corriger Louis-Alexis. Donc on l'a dit, toi tu es un homme en plus de la télé, venu au digital, donc c'est aussi un profil un peu atypique. Alors dans le Next 40, il y a plein de gens différents. Il y a des très jeunes entrepreneurs qui créent leur boîte à la sortie de l'école, d'autres qui rejoignent ou qui ont déjà fait 2-3 entreprises, certains qui rejoignent la boîte après qu'elle ait été créée, ce qui est ton cas, parce que Deezer, on reviendra un petit peu sur l'aventure, qui sont les fondateurs et quand ça a commencé. Mais enfin tout le monde connaît Deezer. Moi je suis un fervent aussi utilisateur de l'application Deezer. Je crois qu'en 2006 ou 2007, c'est aussi le moment où Deezer a lancé le modèle payant, tu pourras nous le repréciser, mais c'est vrai qu'on sortait d'un moment où, effectivement quand même où les gens téléchargeaient gratuitement, et donc il fallait avoir le courage à un moment donné d'amener aussi le modèle payant dans l'univers des contenus et de la musique. Alors, c'est aussi en 2018 une levée de fonds de 160 millions d'euros. Je brûle un peu les étapes, mais c'est pour mettre quelques dates clés importantes. C'est le moment où Deezer est devenu une licorne. Il y en avait très très peu à l'époque en France en 2018. Ça s'est accéléré. Donc c'était aussi un record de levée de fonds. Il y avait eu très peu de très grosses levées de fonds. Alors depuis, et encore aujourd'hui, au moment du France Digital Day, on en prend des records de levée de fonds encore supérieurs à ça. Mais enfin, c'était des records à cette époque-là, notamment aussi avec un investisseur moyen-oriental, je crois, un fonds saoudien, donc important, avec aussi Orange. Il y a aussi eu, quelques années avant, il y avait eu cette histoire d'IPO qui avait été avortée, qui avait été annoncée. On sait que ça a été un moment qui avait aussi fait couler pas mal d'encre dans la presse, donc ça serait intéressant peut-être de revenir sur ce moment-là. On se pose parfois la question de savoir si Deezer est toujours français ou pas, d'ailleurs, parce que entre l'empreinte internationale, je crois que vous êtes dans plus de 180 pays, tu pourras le préciser, plus un actionnariat international. Qu'est-ce que ça veut dire être une entreprise française? J'ai pas de chauvinisme là-dessus, c'est une vraie question. Alors je me rappelle avoir lu qu'il y avait 14 millions d'utilisateurs en 2018
2018. Mais je ne sais pas après comment est-ce qu'on compte les utilisateurs de Deezer entre ceux qui sont payants et puis il y a aussi peut-être une partie encore de modèles publicitaires avec des gens qui ne payent pas. Donc ça, il faudra clarifier ce point-là. Évidemment, il y a des challengers et il y a aussi des leaders. Alors, je ne sais pas si Spotify est vraiment très très loin devant. Mais ça serait intéressant de le comparer parce que l'ordre de grandeur est assez important et Spotify, c'est aussi évidemment une très très grosse licorne européenne. On a évidemment Apple dans la cour des grands. Et il y a des plus petits comme Qobuz qui ont des positionnements un peu plus pointus. Sur le chiffre d'affaires, j'ai lu plusieurs choses, donc je ne vais pas donner de faux chiffres, mais selon ce que tu auras le droit de nous dire, c'est intéressant de le partager. C'est plus, toujours plus. Je crois qu'il y avait, j'ai compris 500 personnes à Paris et peut-être 600 en tout. Est-ce que c'est à peu près ça? Parce que exactement. Du coup, ça peut peut-être dire qu'effectivement, ça reste une boîte française malgré tout. Et aussi une promesse qui avait été annoncée, tu avais pris la parole dans la presse sur le fait que c'est le catalogue le plus large au monde dans le nombre de titres proposés en streaming. Alors donc du coup, moi j'ai noté 53 millions, je ne sais pas si le chiffre doit être remis à jour. 20 millions de plus aujourd'hui. Non, mais alors ça va trop vite, moi j'arrive pas à suivre. Et puis bon voilà, après on aura plein de questions sur la technique et comment est-ce qu'on fait pour créer une marque et se distinguer dans un univers où en fait on est vendeur aussi de contenus qui eux-mêmes sont des contenus qui peuvent être disponibles ailleurs. Donc qu'est-ce qui fait que Deezer est unique? Moi ça serait quelque chose qui m'intéresserait d'entendre et peut-être à travers ce pitch. Pitch, oh mon pitch. Pitch, oh mon pitch. Faut-il encore pitcher Deezer? Et si oui, qu'est-ce qu'on dit? Toujours et encore. En tout cas, ça fait partie de mon métier et de ma passion. C'est d'évangéliser autour de Deezer. Deezer, c'est une plateforme de streaming musical qui a quasiment créé le genre en 2007. Tu donnais des dates, Olivier, tout à l'heure. Donc, Deezer est créé au départ comme un site et un blog pirate en 2006 par son fondateur, Daniel Marelli. Ça devient une plateforme officielle de streaming légale en août 2007, concomitamment d'ailleurs à un partenariat avec Free et Xavier Niel, qui était un petit peu le parrain de Daniel à cette époque. Et aujourd'hui, on est un des 5 grands acteurs mondiaux du streaming occidental, on va dire. J'exclus les Chinois qui sont énormes en taille et en puissance. Et donc, plateforme de streaming de musique qui s'est élargie il y a 6 ans à peu près autour de l'audio, c'est-à-dire que nous intégrons aussi tous les podcasts de nos pays clés. Donc 40 nuances de Next. Donc 40 nuances de Next, toutes les radios en direct de nos partenaires. Et puis se rajoute à cela en Allemagne une offre de livres audio. Donc nous élargissons un peu notre offre dans certains territoires. Et puis de la création originale, car au-delà des catalogues que nous distribuons, qui sont les propriétés des maisons de disques, nous sommes aussi nous-mêmes producteurs de contenu. Donc plateforme de streaming musical, le petit des très grands, on va en reparler en termes de taille. Et au départ, fierté française, une création française de streaming, parce que Daniel Ek à Stockholm et Daniel Marelli à Paris créent grosso modo les 2 entreprises en même temps. Voilà. Donc c'est en tout cas 100% une création européenne de streaming, c'est bien de le savoir. Et alors justement, qu'est-ce qui fait que l'un aujourd'hui est plus gros que l'autre? Et on est capable d'arriver à comprendre en fait ce qui a fait le ressort de l'un et de l'autre? Oui, absolument. On est capable de le voir a posteriori. D'abord, je dirais que Deezer a eu une très grosse croissance en France, d'abord avec le service gratuit. Olivier, tu le disais tout à l'heure, donc en fait les offres payantes sont créées en 2009. Donc pendant 2 ans, on est un service éminemment gratuit avec une offre de musique à la demande, quasiment sans publicité. Puis nous créons une régie 2008, puis nous créons les offres d'abonnement en 2009, puis nous faisons le partenariat avec Orange en 2010. Ça permet à Deezer de se déployer de manière importante et d'avoir un business model qui devient rentable à partir de 2010. En parallèle de ça, Spotify a le même développement sur un marché beaucoup plus petit. On est 60 millions de personnes en France, 66, ils sont 6 millions de Suédois. Donc il faut aller plus vite à l'international. Voilà, disons qu'après, il y a 2 éléments qui se conjuguent qui vont amener Spotify à être aujourd'hui leader mondial du marché. Premier élément, ils ont un marché intérieur qui est très dynamique, mine de rien, puisque pour mémoire, en Suède, un CD coûtait 25 €, pas 10, 12 ou 13. Et donc, Daniel Ek a créé le streaming en Suède, notamment pour permettre aux étudiants d'arrêter de pirater la musique. Mais c'était devenu un sport national parce que le prix de la musique était prohibitif. Deuxièmement, dans les pays du Nord, on le sait, les taux d'adoption digitaux sont plus rapides qu'en Europe latine. On va dire que la France, c'est quand même un pays latin. Et donc, Spotify a eu une taille plus importante très vite sur un marché beaucoup plus petit. Ça, c'est la 2e étape. Mais la 3e, c'est que, indépendamment de notre deal avec Orange, qui nous a donné beaucoup de puissance économique, eux se sont sentis obligés de sortir de France vite. Et ils ont fait un choix que nous n'avons pas fait, c'est qu'ils sont partis bille en tête sur les États-Unis. Et la première très grosse levée de fonds qu'ils ont faite, en même temps que la nôtre, en 2012, ils l'ont consacrée exclusivement aux États-Unis.
Alors que C'était nous, à peu près les mêmes montants ou c'était déjà plus... j'ai pas les chiffres exacts. De mémoire, ils sont plus importants. Parce que nous avions levé 100 millions d'euros auprès d'Access Industries en 2012. De mémoire, Spotify a levé 400 millions d'euros, mais avec des financements notamment américains. Et il y a à ce moment-là un choix stratégique qui n'est pas le même, puisque eux misent tout sur les États-Unis et nous misons sur une présence multiterritoriale. Olivier le disait, on est présent dans 180 pays dans le monde. Et je pense que c'est là où on a perdu la bataille mondiale. Il faut être clair, hein, puisque vous m'avez dit qu'il fallait être cash dans l'émission. C'est facile de raconter l'histoire a posteriori, mais de ne pas avoir pu aller massivement aux États-Unis. Voilà, exactement. Aussi, hein, ouais. En fait, je pense qu'à l'époque, le management, les actionnaires se sont dit qu'on n'avait pas les moyens d'aller batailler aux US parce qu'on n'avait que 100 millions d'euros, que les prévisions pour se construire une place significative se calculaient plutôt en plusieurs centaines de millions. Donc il y a un arbitrage stratégique qui a été fait et qui a été de se dire on va aller dans un certain nombre de pays non américains. Bon. Le fait est que les États-Unis, c'est le premier marché de la musique au monde, que par ailleurs, la culture et la musique américaine est la première musique au monde avec la musique anglaise. Je fais abstraction de l'Inde, de la Corée, du Japon. Et donc, malheureusement, en n'étant pas tout de suite présent là-bas, à tailler des croupières et surtout à prendre des parts de marché significatives, nous a empêchés de grandir avec le marché américain qui va 10 fois plus vite que les autres marchés. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'il faut revoir son positionnement, peut-être axer sa communication, son offre sur d'autres leviers. Du coup, c'est quoi aujourd'hui le modèle Deezer dans ce paysage concurrentiel ? D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé en Allemagne, on est allé en Angleterre, on est allé au Brésil. Donc Deezer n'est pas resté inactif. Donc la première partie de la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on est distribué dans 180 pays dans le monde, mais on a une présence significative dans une dizaine de pays. Donc on n'est pas aux US, on est tout petit, mais on est très présent en Allemagne, en Angleterre, au Brésil, où on est le deuxième acteur du marché, en Amérique latine par ailleurs. Donc la deuxième proposition, c'était d'essayer de construire des positions fortes dans un certain nombre de territoires de France. La deuxième proposition, c'est de rester leader chez nous. Ce qu'on est encore aujourd'hui, coude à coude avec Spotify, mais ça fait quand même 14 ans qu'on tient la dragée haute et on a quand même reçu les gentillesses d'Apple Music, Spotify, Amazon, YouTube Music. Donc on est dans un marché ultra concurrentiel et on est toujours un très gros acteur chez nous. La troisième chose, c'est par rapport à ta question, celle du positionnement. C'est un des gros sujets sur lesquels je retravaille en ce moment. C'est qu'on est tu étais à la tête de Deezer France et là tu viens de prendre le CMO. Exactement. Donc j'étais directeur général de Deezer en France pendant 6 ans où j'ai développé l'entreprise. On a multiplié son chiffre d'affaires par 3 en l'espace de 5 ans et demi. Notre base d'abonnés est passée de 400 000 à 3,5 millions. Donc c'est très important. Avec les équipes de Deezer, on a fait du super boulot. Maintenant, l'enjeu, c'est de voir comment on peut dupliquer ce modèle à l'international, sachant qu'on a évidemment 4 mastodontes en face de nous. Donc c'est un gros challenge. J'ai accepté le challenge. Et je commence à bosser maintenant, donc c'est encore un peu tôt pour répondre à la question. Mais on a des enjeux de positionnement de notre service, on a des enjeux de différenciation par rapport à Spotify et Apple. On a des enjeux d'innovation. Tu peux nous dire sur quoi ça peut se jouer justement cette différenciation en termes de même pour peut-être de préciser la question de Thomas, c'est ce que je me suis demandé, enfin avec un regard un peu naïf, moi en tant qu'utilisateur, mais pas vraiment de marketing, c'est que est-ce qu'on se distingue sur une expérience utilisateur ? Alors il y a la largeur du catalogue, ça c'est clair, mais est-ce qu'il y a aussi d'expériences utilisateurs différentes ? Est-ce qu'il y a un positionnement de marque différent? Oui, mais dans ce cas, c'est intéressant que tu nous le décrives. Et puis également, est-ce qu'il y a d'autres spécificités purement technologiques, par exemple la qualité du son, ce qui était par exemple une revendication de Qobuz aussi par rapport à la musique classique, par exemple, des choses comme ça. Alors, dans la question, elle intègre toutes ces dimensions. Moi, en tant que Chief Marketing Officer, mon job, ça va être de raconter l'histoire qui agrège l'ensemble de ces bénéfices qui sont répartis à la fois entre l'expérience du produit, donc l'application, son site web, entre la profondeur du catalogue, les droits qu'on a, entre les productions originales, les créations qu'on a en exclusivité, et puis évidemment le produit lui-même dans sa technologie, donc l'innovation, l'expérience et l'ensemble de nos fonctionnalités. Ce à quoi je rajoute la construction d'une marque, sa stratégie, son positionnement pour à la fois donc trouver un endroit où Deezer a quelque chose de significatif et de différent à proposer par rapport à ses concurrents. En France, on est la marque leader avec un produit de top qualité. Et je pense qu'on est bien compris et appréhendé par le public. Mon sujet en France, c'est de résister à l'arrivée de marques anglo-saxonnes, Spotify étant certes suédois, mais une marque anglo-saxonne, qui sont très sexy de par leur succès aux États-Unis, leur rayonnement mondial. Si vous voulez Spotify, c'est Nike.
Nous, on est plutôt le coq sportif, mais je veux essayer de rester plutôt Adidas en France, c'est-à-dire de faire jeu égal avec Spotify, Apple, YouTube, et on le fait. À l'international, on est le coq sportif, c'est-à-dire on est tout petit. Et donc là, j'ai un enjeu de différenciation et de trouver comment est-ce que la French Touch apporte suffisamment de bénéfices différenciants pour que des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Brésiliens choisissent Deezer plutôt que les autres marques. Et ça va être mon taf à partir de maintenant, parce que je sais le faire en France, mais si je suis maintenant CMO dans le monde et en France, mais assis à l'international, c'est justement pour essayer de trouver une déclinaison qu'on n'a pas totalement réussi à construire encore. Et quel est je crois que tu n'as pas dit, quel est le plus gros pays ou les deux plus gros pays en dehors de la France ? C'est l'Allemagne et le Brésil. D'accord. Donc, ce qui est d'ailleurs très intéressant et assez complexe parce que c'est deux cultures totalement différentes. Et donc, d'essayer de construire une stratégie d'acquisition et de conquête et de différenciation en Allemagne, où par exemple, Amazon est le leader du streaming en Allemagne, alors qu'au Brésil, c'est Spotify avec aussi Apple et nous. Donc, il y a des sujets de déploiement à l'international. Et plus on a de pays, plus il y a de complexité pour essayer de créer une marque homogène et cohérente avec ce qu'on fait en France et qui en même temps est aussi relevant pour les pays dans lesquels on va. Olivier évoquait tout à l'heure rapidement le modèle entre l'abonnement, la publicité. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres modèles de recettes ? Et en face, qu'est-ce qui coûte ? Typiquement, les droits, les catalogues Très bien. Alors, le business model de Deezer, historiquement, c'était au départ la publicité, qui finançait une partie du service gratuit. Mais la réalité, c'est que le streaming aujourd'hui, en tout cas celui de Deezer, c'est un streaming par abonnement. Donc notre métier, c'est de proposer de la musique, une offre de musique sur une plateforme la plus développée, la plus performante possible, sous forme d'un abonnement individuel ou familial. Ça, c'est notre métier. On est vraiment dans le même métier que Netflix dans la vidéo. Ça, c'est le cœur de ce qu'on fait. Et à cet égard, on a dans notre marketing mix et dans notre revenu mix beaucoup moins de pubs que Spotify. Spotify a un très gros service gratuit dans le monde, il le monétise d'une manière massive. Nous, on s'est beaucoup concentré sur l'abonnement parce qu'on doit choisir nos batailles. Donc ça, c'est notre business model. Quelle était la suite de ta question ? Qu'est-ce qui coûte ? Alors, ce qui coûte l'essentiel de Deezer, c'est évidemment d'abord de construire l'application, donc ses équipes, sa technologie, les serveurs, toute la matière grise qui a été mise dans ce produit depuis maintenant 14 ans. Et ça, ce sont des investissements qui calculent en dizaines de millions d'euros de masse salariale annuelle. Ça, c'est une première chose. Et c'est le cœur du réacteur. La deuxième chose, c'est les droits. Donc les droits, qu'est-ce que c'est ? C'est de pouvoir intégrer dans Deezer près de 75 millions de références musicales. Et pour ce faire, d'obtenir les droits d'exploitation et de distribution de cette musique. Nos ayants droit partenaires sont de deux natures. Les producteurs, qui sont les gens qui enregistrent la musique dans un studio et la mettent sur un support, historiquement le vinyle, puis le CD, aujourd'hui des fichiers audio. Ça s'appelle un producteur et c'est donc les plus connus sont Universal, Sony, Warner, etc. De l'autre côté, nous avons un autre ayant droit qui s'appelle les éditeurs. En France, le plus connu d'entre eux, c'est la SACEM, qui représente cette fois-ci les droits des auteurs-compositeurs. Aujourd'hui, et depuis la création du streaming, c'est ce qui fait que tout le monde, y compris Spotify, a du mal à gagner sa vie dans ce métier, c'est que nous reversons une part très significative de notre chiffre d'affaires aux producteurs et aux éditeurs pour avoir le droit de distribuer leur musique sur nos plateformes. Concrètement, ça représente à peu près 75%, 70 à 75% de notre chiffre d'affaires hors taxe va directement chez les producteurs et la SACEM pour rémunérer les artistes et les auteurs-compositeurs. Je peux lancer une polémique sur la question. Vas-y, je t'en prie. De toute façon, on parle toujours de la rémunération des artistes, Alors etc. justement, Donc je pense qu'on a une question d'un de nos partenaires, mais vas-y, pose la question et s'il y a besoin de compléter, Ce sera effectivement sur la question de la répartition. Mais disons que juste avant de lancer la question, moi, ça la complétera, c'est de se dire que on a le sentiment, où on entend, où on lit, où on écoute parfois les artistes qui disent que finalement, ils gagnaient mieux leur vie avant. Donc il y a eu quand même une réduction de la valeur au global. Tu parlais notamment en Scandinavie, les CD étaient encore plus chers. Donc ça a donné lieu à l'émergence du piratage et puis après des modèles économiques all you can eat, enfin abonnement avec à volonté, etc. Mais malgré tout, ça serait intéressant, et on va lancer la question, de bien comprendre est-ce que si tout le monde se plaint, Deezer, Spotify se plaignent en tant que plateforme, les artistes se plaignent, où va le monde ? C'est qu'il y en a qui rentrent en bourse peut-être. Alors, tu veux que je réponde à ça ? On va te laisser écouter la question du partenaire. Mais en fait, on a une question parce qu'effectivement, vous militez pour une nouvelle répartition des recettes pour les artistes. Et on a Madines, journal Startup, partenaire de 40 nuances de Next, et sa journaliste Anne Taffin, qui ont une question pour toi à ce sujet. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour. En septembre dernier, 15 000 artistes ont signé une tribune pour demander la mise en place d'une rémunération plus juste.
Quel modèle, selon vous, pourrait-on imaginer pour satisfaire les deux parties, c'est-à-dire les artistes et les plateformes? Alors le modèle, tu l'as, tu essayes de le défendre depuis un moment, je crois. Oui, alors, puisqu'on se parle de trucs et qu'on est dans un monde quand même de gens qui sont intéressés par le digital et ce qu'on fait, je vais vous expliquer comment ça marche, je vais être précis. D'abord, en 2002, le marché de la musique a atteint son sommet en termes de valeur dans le monde entier. Il représentait à peu près 30 milliards de valeur, qui était l'argent qui était réparti entre les producteurs, les éditeurs, les auteurs, les compositeurs, les artistes. En 2007, le marché vaut la moitié, 15 milliards. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, il y a le piratage. Okay ? Donc, la plus grosse destruction de valeur dans l'histoire de la musique, c'est celle du piratage de 2000 à 2007. Ça, c'est le premier point. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que les maisons de disques vendent de moins en moins de CD, parce que les gens téléchargent de plus en plus illégalement sur Internet. Naissent Deezer et Spotify dans un univers de piratage, et on crée un modèle légal qui permet petit à petit de remonétiser une industrie qui était complètement détruite en termes de valeur par le piratage. De 2009, la création des abonnements, à aujourd'hui, l'argent ramené par le streaming a permis à cette industrie de se reconstituer. Elle revient vers des niveaux de revenus des années 2000, essentiellement grâce à Spotify, Apple, Deezer et Amazon, parce que la vente de CD depuis 2002, elle ne cesse de se réduire. Donc, premier point, les streamers, les DSP, les Digital Streaming Platforms, recréent une valeur qui avait disparu sous forme de piratage. Et ça, je crois que tout le monde a tendance à l'oublier, y compris les artistes. Okay ? Donc, quand on passe de 30 milliards à 15 milliards, il y a 15 milliards d'euros qui sont partis dans les nuages. Et ça, c'est pas les plateformes qui l'ont fait. C'est les consommateurs qui ont arrêté de payer un produit qu'ils considéraient trop cher. Deuxièmement, depuis donc maintenant 14 ans, on recrée de la valeur. Cet argent, 70 à 75% de notre chiffre d'affaires repart aux producteurs et aux éditeurs. Là où il y a un sujet avec les artistes, je vais être précis. Nous ne payons pas les artistes. Les artistes sont payés par les producteurs. Donc, Sony, Universal, Warner ont un métier merveilleux. C'est que c'est eux qui signent des artistes, qui les identifient, qui leur signent un contrat, qui les emmènent en studio et qui leur font enregistrer des chansons. Ces chansons, après, ils nous les livrent. Et nous, en contrepartie de ça, on les rémunère sous forme d'un intéressement à notre chiffre d'affaires. Cet intéressement étant de plus de 70%, autant vous dire que les artistes ne comprennent pas bien, c'est que les plateformes de streaming financent dans une hauteur jamais vue la musique. Donc nous, en France, je prends un exemple, nous avons fait à peu près un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, 225 millions d'euros en France. Nous avons renversé 180 millions d'euros à Sony, Warner, Universal et la SACEM. Et tous les producteurs. On a 1000 contrats dans le monde. Donc Deezer aujourd'hui représente 20% du financement de la création musicale en France. Personne ne le sait, donc je le dis bien clairement à ce micro. Donc nous sommes des très grands financeurs de la musique. Néanmoins, nous ne payons pas les artistes. La répartition. Il y a deux sujets. Il y a le fait que les producteurs ont des contrats privés que nous ne connaissons pas avec les artistes, qui sont évidemment plus ou moins rémunérateurs en fonction de la notoriété de l'artiste. Mais il y a aussi un deuxième sujet. C'est que le streaming a une vertu, c'est de donner accès à la musique partout dans le monde, n'importe où, n'importe comment. Mais il y a un défaut, c'est que nous rémunérons la musique sur la part de marché. C'est-à-dire que les 70% d'argent qu'on renvoie sont après répartis en fonction du nombre de streams de chaque chanson. La conséquence de ça, c'est qu'il y a une concentration des revenus sur à peu près 10 000 artistes dans le monde qui gagnent énormément d'argent. Et ceux-là, ils ne s'expriment pas sur le sujet. Et après, il y a 1 million d'autres derrière qui touchent de moins en moins d'argent. Et eux, ils ne comprennent pas. Ils se disent, avant, c'était mieux le CD, je gagnais plus d'argent parce qu'au moins, grâce au CD, je faisais quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre. Et ces artistes ont raison. C'est pour ça que Deezer nous proposons de faire évoluer le système de répartition du streaming en passant un système de rémunération à la part de marché à un système de rémunération à l'individu. Alors, je vais essayer de simplifier. Olivier, tu es abonné à Deezer, tu payes 10 € par mois. Nous, aujourd'hui, on touche 8,20 € hors taxe. Nous gardons 3,20 € pour financer la boîte et nous reversons 5 € au monde de la musique. Ces 5 €, ils sont répartis non pas en fonction des artistes que tu écoutes, mais en fonction des artistes que nos 15 millions de clients écoutent. On fait un classement à la fin du mois et l'artiste numéro 1, ce mois-ci, ça doit être Drake, eh bien lui, on lui envoie l'argent multiplié par sa part de marché. Forcément, beaucoup de l'argent qu'on renvoie va sur les très gros artistes et après se réduit.
Comment est-ce qu'on peut régler ce problème? C'est notamment en faisant en sorte que l'argent d'Olivier, c'est-à-dire les 5 €, arrête d'être mis dans un pot commun, mais ne soit reversé que aux artistes qu'Olivier écoute. Et là, tout d'un coup, il y a des artistes qui touchent très peu, qui vont commencer à toucher plus. Mais ça fait 3 ans que je me bats, et ça fait 3 ans que j'y arrive pas, parce que le monde de la musique ne cherche pas à faire évoluer un système vers plus d'équité. Il est très orienté vers la valeur, et notamment la valeur maintenant boursière des groupes. Et puis, ceux qui y toucheront plus enlèveront de l'argent à d'autres. Donc, c'est un problème assez complexe. Donc, je ne critique personne, mais je dis qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des artistes qui se plaignent à juste raison du système. Non, mais c'est intéressant le système que vous proposez, mais du coup, il faut mettre qui d'accord autour de la table? Est-ce que c'est les seuls pouvoirs publics qui peuvent à un moment trancher ou Non, pas du tout. Non, j'ai essayé d'en parler au pouvoir public, mais même si on a leur oreille bienveillante, ils n'ont aucun pouvoir parce que c'est d'abord un sujet contractuel entre les majors et nous. Et nous, Deezer, nous sommes trop petits au niveau mondial pour pouvoir avoir le pouvoir de négociation pour inverser la tendance. Et les majors, elles, ont beaucoup de complexité économique qui fait qu'elles n'ont pas, et d'enjeux financiers tout à fait respectables, et donc ne sont pas enclines à faire évoluer un système qui leur bénéficie en ce moment d'une manière magistrale. Il n'y a qu'à revoir la cotation en bourse d'Universal il y a 2 jours. Et pour les plateformes concurrentes, oui. A priori, c'est complètement indolore. Donc, Alors, toutes les plateformes, c'est indolore parce qu'on continuera, nous, à payer 70 à 75% de notre chiffre d'affaires. Donc, Deezer n'a pas d'intérêt dans cette démarche. Mais en revanche, on sait que pour les artistes, ça peut compter. Et comme on se dit que nous, on aime les artistes chez Deezer, on a envie de les aider à gagner leur vie, on essaie de promouvoir ce système. Mais nous ne sommes pas décisionnaires. Ce nouveau système, il ne fait pas perdre d'argent aux éditeurs, en fait. Absolument pas. Il répartirait un peu différemment. Ouais. Voilà. Mais après, il y a donc des enjeux un peu de... Chaque contrat est différent, chaque artiste est différent. Et donc, tout ce qui fait bouger les grosses masses de l'argent du streaming est un sujet qui, pour l'instant, semble-t-il, est trop lourd à faire évoluer. Donc, pour toi, dans 10 ans, c'est pareil? Je ne sais pas, mais ce que je très humblement, chez Deezer, on est 600 personnes à tous avoir essayé depuis 3 ans de faire bouger les règles et on n'y arrive pas. Donc, on en parlait avec le nouveau CEO de Deezer, Geronimo. Pour l'instant, je pense que ce combat, on va le mettre un peu de côté et ce serait plutôt à Spotify et à Apple de le mener. En tout cas, nous, on est là, on a proposé. On est intervenu, et donc pour répondre à la question de votre invité, 15 000 artistes ont signé une pétition, et je ne l'ai pas signée, mais j'aurais pu, je suis artiste par ailleurs, j'aurais pu la signer moi-même. Malheureusement, les artistes, il n'y a pas de syndicat d'artistes dans le monde. Les artistes sont sans doute une des professions les plus mal représentées. Un artiste, généralement, est assez solitaire, donc il n'aime pas vraiment le phénomène de groupe. Et par ailleurs, quand un artiste gagne sa vie, il ne préfère ne pas parler d'argent. Seuls ceux qui en gagnent vraiment pas en parlent. Et donc, en fait, la part de voix autour de l'argent dans ce métier est très faible. Et donc, personne ne veut parler d'argent. Les artistes qui en gagnent n'en parlent pas, puisque par nature, ils veulent pas que ça change. Et les petits, on les écoute pas. Sauf Deezer, mais malheureusement, ça suffit pas. Alors, si on regarde un petit peu maintenant comment évoluent les contenus, qu'est-ce qui se passe sur la plateforme Deezer, comment est-ce que vous allez continuer de vous différencier? Il y a un sujet aussi qui est le podcast, parce qu'on est sur un podcast, c'est un des points importants, il y a un essor du podcast. Et il se trouve qu'on a une question d'un autre de nos partenaires, de la Tribune, à travers son directeur de la rédaction, Philippe Mabille. Vous avez un message. Bonjour Louis-Alexis, le marché des podcasts se développe énormément, notamment pour les médias, comme la Tribune par exemple, ou d'autres, et pourrait concurrencer demain les radios. Quelles sont, d'après vous, les perspectives de développement du marché des podcasts sur les plateformes de streaming? Est-ce que vous allez vous développer dans ce domaine? Merci. J'ajoute à ça, quelle part ça représente? Alors, sur la part, chez Deezer, 20% de nos clients écoutent régulièrement des podcasts. Mais ce n'est pas 80%, c'est 20%. Donc, premier élément de réflexion, le podcast est un produit de complément de la musique, mais n'est pas un produit de substitution. Ça, c'est le premier point. Et le cœur de notre métier, ça reste la musique. Deuxièmement, le podcast, depuis 6 ans, on s'en occupe dans l'idée qu'on voudrait que la plateforme soit un peu le lieu de concentration de l'expérience audio de nos clients. Donc, on a les podcasts, les radios, la musique. Et donc, c'est un choix stratégique qu'on a fait. Et d'ailleurs, non seulement on agrège les podcasts de tous les médias français, de tous les producteurs indépendants français, mais aussi les nôtres, puisqu'on a un peu de production exclusive de chez Deezer. Le podcast, où est-ce qu'il va? Très sincèrement, aujourd'hui, 80% de l'écoute des podcasts sont les replays des émissions de radio.
Et ça reste de loin le podcast le plus écouté, que ce soit ceux de France Inter, d'Europe 1, d'RTL, avec évidemment des thématiques autour de l'humour, mais aussi des faits divers. Donc on a aujourd'hui quand même une grande prédominance du replay radio dans le monde du podcast. Et puis émergent des producteurs indépendants, dont vous, qui petit à petit constituent des bases d'auditeurs et de followers autour de thématiques qui leur sont propres. La découverte, notamment la culture générale, le sport, l'histoire, sont d'autres thématiques qui marchent très bien, le bien-être. Et donc là, on accueille d'une manière œcuménique un peu tout le monde. Il n'y a pas vraiment de business model ni pour nous ni pour nos partenaires, il faut être honnête. Mais en tout cas, on aide en donnant accès sur Deezer au podcast à ce que se constituent des propriétés intellectuelles, des contenus. Il y a après un sujet, je pense, pour les producteurs en général, de monétisation, qui n'est pas évident. Mais en tout cas... C'est le moment où je profite pour remercier tous nos partenaires. Tu fais bien, parce que je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas évident de financer des podcasts et qu'il y a, en tout cas, il n'y a pas encore vraiment de business model. Donc, il faut qu'il y ait des investisseurs ou des partenaires. Mais en tout cas, c'est un domaine passionnant qui est aujourd'hui très lié aux radios et aussi à toute une émergence de producteurs indépendants ultra talentueux qui ont après un enjeu, c'est d'émerger au milieu de cet océan de contenu. Parce que pour finir, le sujet du podcast, il est passionnant, mais quand on a déjà 75 millions de chansons, qu'on rajoute 70 000 podcasts, qui est le cas en France sur Deezer, nous avons la plus grande offre de musique et de podcasts en France au monde. Quand je dis au monde, c'est-à-dire que je pense que nos concurrents n'ont pas nos catalogues. Et donc en gros, les podcasts, c'est 1 millième en termes de volume, tout à fait. Et en termes d'écoute, c'est 20% de nos utilisateurs écoutent des podcasts régulièrement en plus de la musique. Donc ça, c'est significatif. Mais et ça va évoluer, je pense, petit à petit. Mais il y a aussi un seuil, c'est-à-dire que tout le monde n'écoute pas des podcasts. Il y a un beau phénomène de mode autour du sujet, mais il y a aussi quand même beaucoup de gens qui sont sur Deezer pour écouter de la musique. Et est-ce qu'il existe une ligne éditoriale en dehors des algorithmes qui fait que vous mettez en avant, que ce soit d'ailleurs on parlait des podcasts, mais aussi dans la musique, est-ce qu'à un moment donné, il y a une expression de Deezer qui se distingue peut-être d'autres plateformes concurrentes et qui fait qu'il y a des partis pris ou pas du tout en fait? Alors, est-ce que c'est un monde algorithmique? Non, alors mon algorithme, il est pas vraiment algorithmique. Il y a une forme. Alors chez Deezer, on est assez fiers de ça, même si ça peut pas être old school, mais on fait beaucoup de choses manuellement parce que les algos en fait interviennent en deuxième niveau. Au premier niveau, on a de la curation humaine. Donc on a une équipe de podcasts en France, par exemple, qui reçoit tous les podcasts, écoute tous les podcasts, dialogue avec les podcasteurs par email. Et derrière, on essaie de faire un travail de classement pour rendre accessible et facile la recherche par nos clients. On leur pousse pas un truc plutôt qu'autre chose, mais on essaie de classer. Et dans un océan de contenu, on a des approches assez simples, mais histoire, encore une fois, faits divers, actualité, sport. En sciences, par exemple, il y a énormément de sous-couches. Donc on développe dans l'app une expérience utilisateur qui, j'espère, aide les gens à s'y retrouver. Mais on ne met pas plus en avant que ça de tel ou tel contenu, sauf des podcasts partenaires de temps en temps, ce qu'on fera avec vous avec plaisir. Ouais, c'est gentil. Et puis on a nos podcasts à nous qu'on essaie de mettre en avant parce que dans cet océan de contenu, on essaie aussi d'identifier et de cultiver des exclusivités. Parce que dans un monde où tout le monde a tous les contenus, eh bien, on pense que les exclusivités peuvent participer de notre identité. Et par exemple, Deezer est la seule plateforme à avoir Gang Stories, qui est un podcast qui raconte des histoires incroyables avec Joe Star, qui sont des histoires de musique et de gang. Et depuis aujourd'hui, Deezer est la seule à avoir Jamie, qui est une star de la télévision pour les enfants, avec un podcast dit Jamie Kids. C'est le même que Fred et Jamie? C'est Jamie, c'est le Jamie. C'est le Jamie, c'est la star des enfants sur, on va dire, l'éducation, l'ouverture au monde. Et il est en exclusivité sur Deezer depuis aujourd'hui. Donc on essaie de prendre des grands leaders d'opinion ou de ton. On va dire Joe Star, c'est un leader de ton. Jamie, c'est un leader de connaissances. Et on crée des podcasts exclusifs sur Deezer pour nos clients. En tant que maître du temps, Thomas, tu me dis où est-ce qu'on est dans les rubricages, parce que j'avais envie de lancer Louis-Alexis sur un truc un petit peu différent, mais qui était la comparaison à Netflix. Est-ce qu'on a le temps d'en parler une seconde? Sans problème. De toute façon, il a dit qu'il avait tout le temps, on peut faire plus long. Oui, ça va, j'espère que je suis pas trop long dans ma réponse. Non, mais on est bien, on est là, on est au Francis Daldet, c'est 40 nuances de Next, on est tranquille. Non, mais je trouvais que je voulais reparler un peu de parenthèse, mais désolé pour le bruit ambiant. Hein, mais c'est sympa, on est au café du commerce. On a des bons micros. Non, mais moi, je voulais reparler un peu de Netflix parce que du coup, c'est une boîte qui est quand même, je crois, maintenant cotée à 200 milliards de dollars,
Et donc effectivement, il y a cette stratégie de production. Donc il y a une stratégie très marketing d'ailleurs, avec des contenus pour les jeunes, des contenus du documentaire, de la science-fiction, des séries incroyables. Mais aussi des séries qui s'adressent aux gens plus âgés. Il y a vraiment on sent qu'il y a un vrai marketing produit avec des gammes, etc. Et donc du rubricage, etc. Et ce qu'on voit moins dans le domaine de la musique. C'est pour ça que je t'ai interpellé pour savoir les parties. Alors, parce que sur le podcast, oui, effectivement. Il y a un petit peu de production, comme tu l'as dit, mais finalement, est-ce qu'il y a une stratégie qui peut se dégager ? Parce que finalement, la vision de Netflix, un peu hégémonique, c'est d'être finalement aujourd'hui plus gros en termes de capitalisation boursière que les réseaux de type CBS, NBS, de devenir plus gros aussi qu'un studio hollywoodien. Et donc, cette espèce de convergence dont on parlait au début des années 2000, producteurs de contenu, distributeurs, tuyaux, etc., convergent chez Netflix. C'est pas forcément encore le cas chez un Deezer. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis. La différence entre Netflix et Deezer, c'est que Deezer est une plateforme de distribution de contenu dont nous ne sommes pas propriétaires. Netflix est une plateforme de distribution de contenu dont ils acquièrent des droits et dont ils sont maintenant de plus en plus propriétaires, puisqu'ils sont propriétaires d'une partie des productions, dont d'ailleurs pour la première fois dans l'histoire, ils achètent l'intégralité des droits, le producteur n'ayant plus du tout d'IP sur son contenu, ce qui s'est jamais vu dans l'histoire de l'audiovisuel. Dans la musique, quand on achète de la musique chez Universal, on ne demande pas à Universal de nous donner l'IP à vie. Et on n'y arrivera jamais, et puis c'est pas notre objectif. Ce sont les producteurs qui sont propriétaires de leurs droits. Donc il faut savoir que Netflix, c'est une singularité dans le monde de la propriété intellectuelle et des masters. Première chose. Deuxième chose, Netflix, c'est une stratégie d'exclusivité. Le monde de la musique, quand Deezer s'est créé avec Spotify, a décidé d'avoir une stratégie de multidistribution. Nous n'avons pas d'exclusivité. Donc on est dans un business qui est beaucoup plus difficile parce qu'on a les mêmes contenus que tous nos concurrents et c'est donc l'application, la marque, l'expérience et un ensemble de choses imperceptibles, de time to market aussi, qui fait qu'on peut faire la différence ou pas. Et dernier point, pour que tout le monde comprenne bien, Netflix achète des films et des séries. Ces séries, on les paye pour des droits qui varient entre 4, 5 ans et l'éternité. Mais on paye qu'une fois. Je vous donne un exemple. House of Cards, le prix d'acquisition de la saison 1, c'est à peu près 80 à 100 millions de dollars. Une fois que ce prix a été payé, la série peut être amortie ad vitam par Netflix, ça ne lui coûtera plus un centime. Quand nous, on reçoit le nouvel album de Kanye West et de Drake, il y a 3 semaines, on paye des minimums garantis, ou on paye maintenant, il n'y en a plus, mais on paye un pourcentage, mais on ne sera jamais propriétaire de ces droits. C'est-à-dire, tout le temps qu'ils seront écoutés, on continuera à payer. Et donc, nous n'avons pas les mêmes points morts que l'industrie de l'audiovisuel, car nous, en gros, plus on gagne d'argent, plus on paye cher les droits. Netflix, il paye une fois un prix très élevé, mais après, plus il gagne d'argent, plus le prix est le même. C'est donc pas du tout le même business model, et c'est ce qui fait qu'ils ont une puissance de feu financière que nous n'avons pas, y compris Spotify. Moi, je trouve que la qualité pédagogique tout au long de cette chaîne de valeur et depuis le début du podcast avec Louis-Alexis Gemini est remarquable. Merci. Donc, tu as dit qu'il était pédagogique, tu as dit qu'il était beau, on n'a pas parlé de sa voix, mais on laissera chacun en juger. Moi, il y a un autre sujet qui m'intéressait pour sortir des podcasts et de la musique en tant que telle, sur l'international. Et ça va être ton sujet. Est-ce que tu as fait des découvertes sur notre manière ? Bon, j'imagine qu'on n'écoute pas la musique de la même manière en France, qu'on l'écoute aux États-Unis ou au Brésil. Et je serais curieux de savoir comment ça se passe ailleurs. Et je suis désolé, Thomas, de te décevoir, mais je ne pense pas que les C'est Américains universel. Ou les Anglais ou les Allemands écoutent la musique d'une manière drastiquement différente que les Français. Oui, si tu regardes un petit peu les lieux d'écoute de la musique, d'abord les horaires. Les horaires dans le streaming, c'est le matin entre 7h et 9h. C'est quoi ? C'est le déplacement, donc c'est ce qu'on appelle le commuting, déplacement pour aller travailler. Ensuite, il y a une tâche de fond, c'est que les gens écoutent la musique au bureau. Donc ils allument 10 heures sur leur ordinateur pendant qu'ils bossent. Et là, c'est plutôt les playlists de chill qui fonctionnent bien parce que c'est une musique d'ambiance. À l'heure du déjeuner, on reprend des couleurs, les gens restreament de manière plus active. On repart en chill l'après-midi et à partir de 17h, les gens repartent chez eux. Et donc là, il y a une écoute active qui se développe. Jusqu'au coucher, où là, petit à petit, la consommation se réduit. Dans le monde entier, les trends sont les mêmes, avec plus d'écoute musicale le week-end, à des moments un peu différents. Bizarrement, les gens commencent à écouter la musique vers 10h du matin le samedi, et pas à 7h, et écoutent la musique plus tard, jusque dans la nuit. Donc, la musique est écoutée de la même manière partout dans le monde entier, avec quelques petites subtilités, mais en gros, tout le monde écoute la musique en transport, tout le monde écoute la musique en bossant, tout le monde écoute la musique sous la douche, tout le monde écoute la musique un peu. Pour faire des fêtes
des soirées, y compris le samedi soir. Voilà, donc c'est assez universel la musique. Et là, c'est mieux d'avoir l'abonnement plutôt que la pub qui arrive en plein C'est milieu. mieux, surtout en pleine soirée, c'est Ouais. mieux. C'est un peu chiant d'avoir la pub en pleine soirée. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. On a des belles voix off. Ah, j'aime sur beaucoup 40 ce nuances remix. de neige. Ouais, on J'aime a beaucoup fait ce venir remix. c'est un petit jeune qui est venu Oui. animer ton podcast. Ah ouais, il slame bien. Alors, on va faire assez rapide hein, sur cette partie, mais on serait curieux de savoir comment Deezer a vécu cette crise, bon, qui n'est pas tout à fait finie, mais on peut prendre le pari assez certain qu'il y aura une fin. Et je pense pas me tromper. Et du coup, je te propose de répondre à cette première question de notre toute nouvelle partenaire, Karine Picard de chez Oracle. Vous avez un message. C'est une grande fierté pour ma part aujourd'hui de pouvoir vous poser une question, Alexis. Deezer est en effet une des licornes phares du paysage tech français. Donc pour vous, en quoi la crise a-t-elle bouleversé la consommation de contenu ? Très bien, merci Karine pour cette question. D'abord, vous avez une très jolie voix, une voix de radio. Alors, il y a eu des bouleversements globalement très positifs, à part celui, comme nous tous, où les 600 personnes de Deezer se sont retrouvées du jour au lendemain derrière des écrans à bosser à distance depuis 18 mois. Et je pense qu'on en a tous un peu marre et que c'est fatigant, que ça augmente la productivité d'un certain côté, mais que ça fatigue beaucoup nerveusement de l'autre. Donc ça, c'est le premier changement. Le deuxième changement, c'est que on a été, et là, coup de chapeau à toutes les équipes de Deezer, notamment en France, mais aussi dans le monde entier. On a créé immédiatement le 16, le lendemain, un channel On reste à la maison, dans le monde entier, We Stay at Home, On reste à la maison, où on a réaménagé toute notre offre de musique pour accompagner tous nos clients. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que les parents qui se retrouvaient à la maison avec les gamins qui couraient dans tous les sens alors qu'ils étaient censés taffer, eh bien on leur a mis de la musique et des podcasts pour les enfants. Ceux qui avaient besoin de se relaxer un peu plus et de faire un vrai yoga avant de se taper 12 heures de Zoom, on leur a mis la musique qui leur allait bien. Et grosso modo, on a vraiment accompagné les Français en musique chill, en divertissement pour enfants, en fête le soir, et ça a été un carton d'audience, point 1. Point 2, on a vu évidemment la consommation de musique changer de nature, puisqu'il n'y avait plus de transport en commun, il n'y avait plus de déplacement. Donc ces fameux pics du matin, du midi, du soir se sont totalement aplanis. Et on a vécu une consommation musicale plus vers un mode crescendo vers le début de soirée, contrairement à des modes habituels. Donc on a vu la France, le monde entier changer d'habitude. Troisièmement, on va être très cash. Le monde entier s'est mis à regarder la télé aussi. Donc on n'a pas eu, mais au départ, pendant 15 jours, 3 semaines de début du Covid, on avait beaucoup de connexions, mais moins longues, et moins de streams, parce que les gens ont beaucoup consacré de temps à regarder la télé au début du Covid, notamment à cause des chaînes d'infos. Bien sûr. Voilà. Et au bout de 3 semaines, on retrouvait nos niveaux de stream habituels. Et puis, écoutez, on est dans une industrie relativement résiliente, puisque beaucoup d'entreprises ont souffert en France et dans le monde. Nous, non, puisqu'on a continué à afficher des taux de croissance à 2 chiffres dans une période où, malheureusement, pour beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises, la vie était très difficile. Donc, voilà un petit peu les changements qu'il y a eu. Ça a joué sur les revenus en tant que tel ou pas ? Non, nombre de nouveaux abonnés, plutôt des désabonnés ou des... On a continué à connaître les taux de croissance que nous avions avant le Covid. Il n'y a pas eu d'explosion du business. Mais il y a eu une bonne croissance, et puis petit à petit les niveaux de consommation sont revenus, car les gens, après avoir regardé beaucoup de séries et beaucoup d'émissions anxiogènes, se sont redétendus avec nous en écoutant de la bonne musique. Cette crise, ça a aussi été une explosion de fake news, forcément, une pandémie mondiale. On l'a beaucoup vu avec des vidéos, des articles. Je me demandais si l'audio était relativement épargné. Et alors après, peut-être que vous n'avez pas l'œil, enfin en tout cas l'oreille sur tout ce qui se dit sur votre plateforme, mais je me demandais si l'audio était relativement épargné en la matière. En l'occurrence, il n'y a pas d'upload de type UGC sur Deezer. C'est-à-dire que tous les podcasts, en l'occurrence, parce que la musique, on la suit drastiquement, mais les podcasts, c'est pareil. Tous les podcasts qui sont ingérés dans Deezer sont identifiés, connus, écoutés d'abord. Donc, à moins... Alors, après, on n'écoute pas tous les podcasts tous les jours, on n'a pas assez d'équipe pour ça, mais j'ai envie de dire qu'on a une forme de validation en amont du sérieux de nos partenaires. Et ça permet de limiter ce type de risque. Pour valider le sérieux de vos équipes, comment s'appelle la personne qui écoute ?
Je ne donnerai pas son nom, sinon le pot il va être harcelé. Jérémy, tu nous écoutes. C'est comme les critiques gastronomiques. Si tu commences à les connaître au restaurant, c'est il y en a foutu, plusieurs, heureusement il n'est pas tout seul. Ok, donc non, pas plus on n'a pas plus que de problèmes que ça sur ce sujet, sauf à ce que ça passe entre les mailles du filet, ce qui n'est jamais exclu. 70 000 podcasts, on ne les écoute pas tous les jours, les 70 000. Donc, mais on fait confiance à nos partenaires avec qui on a des accords. J'ai entendu le jingle où le président Macron nous demandait de rester chez nous. On espère bien évidemment que cette rubrique va bientôt prendre fin au profit d'une nouvelle rubrique qu'on va proposer aux entrepreneurs du Next 40. Moi, président. Alors toi, président, Louis-Alexis, quelle serait, au-delà de la promesse de campagne, la première action que tu mettrais en place ? L'accès à l'éducation à toute une partie des jeunes des quartiers, en créant des écoles du digital qui vont leur ouvrir des perspectives professionnelles qu'ils n'auront pas naturellement. Donc ça doit être dans les cartons du président quelque part. Je pense que j'invente rien, mais de là où je suis, le digital, l'entertainment, ça fait partie sans doute des choses les plus attractives pour les jeunes aujourd'hui. Ils sont des grands consommateurs. Mais je pense que sur l'éducation du digital et de l'entertainment en France, on a encore la place pour créer beaucoup d'écoles. Donc ça ferait partie de mon projet, voire de mettre le digital et l'entertainment au sujet de l'éducation nationale d'une manière plus claire. Ça permettrait à certains jeunes de se passionner pour certains de leurs cours. Voilà. Bon, mais je ne suis pas président et je sais que c'est une responsabilité énorme, donc c'est facile de demander des choses. Mais en tout cas, c'est ce que j'essaierais de faire si je l'étais. Écoute, on est sur un événement, j'entends d'ailleurs que Otto Kiwaki doivent passer le message tout de suite absolument. Au président, donc peut-être que ça va arriver très rapidement. I have a dream. Après Emmanuel Macron, Martin Luther King, donc on a convoqué un peu du beau monde quand même pour ton podcast. C'est une invitation à se projeter dans l'avenir. Tu vois, on a toujours dit, il y a le monde d'après, mais il y a aussi espèce de projection peut-être, et la capacité aussi des personnes comme toi, inspirantes, à essayer de penser ce monde-là. Alors c'est quoi le rêve pour Louis-Alexis Gemini dans le cadre de Deezer? Qu'est-ce que c'est que le rêve en termes de peut-être de business model, peut-être de rapport aux artistes, peut-être de rapport aux auditeurs? Qu'est-ce qui aura changé? Qu'est-ce qui fait que le monde sera différent? Alors, et si possible plus positif? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est quand on travaille chez Deezer et que tu l'as dit tout à l'heure, que moi je ne fais pas du tout partie des fondateurs, je suis la 3e génération des managers. Je croisais Axel Dochez tout à l'heure qui a été le premier PDG de Deezer avec Genredumec.org. Voilà, avec Jonathan Benassaya et Daniel Marelli. Et puis après tous ceux qui ont suivi. Mon premier sujet, quand je rêve, j'évite d'avoir le cauchemar de comment dire, mon sujet, c'est vraiment d'essayer de faire bien le boulot et de déployer l'entreprise et de ne pas merder son développement avec les 6 ou 7 personnes avec qui je bosse. Moi, je suis CMO, il y a un CEO, il y a un CPTO, il y a une équipe commerciale dans le monde. Enfin, on est une dizaine à diriger l'entreprise avec 600 personnes, ce qui fait qu'on n'est plus une start-up, on est une grosse PME. Et j'ai envie de dire, en tout cas, le cauchemar que je ne veux pas avoir, c'est de me dire on est en train de merder et de rater le déploiement d'un joyau français. Ça, c'est mon premier sujet. Donc, c'est une partie de mes nuits. Et en ce moment, franchement, beaucoup. C'est comment on réussit le turnaround à l'international et on continue à rester très puissant en France. En ce qui concerne mes rêves, c'est d'enrichir et d'améliorer l'accès à la bonne musique. C'est quoi la bonne musique? C'est ça le gros sujet. Parce que la bonne musique, elle dépend de chacun d'entre nous. Et qu'il n'y a pas une bonne musique de manière universelle, il y a une musique qui correspond à chacun. Mais en gros, aujourd'hui, les algos, on en parle toute la journée, c'est bien gentil, mais on reçoit 100 000 titres par semaine. Là-dedans, il y a beaucoup de très bonne musique qu'on ne peut jamais faire émerger. Et donc, moi, en fait, ma vision, ce serait... Je vois que tu allais dire, il y a beaucoup de merde. Non, il n'y a pas beaucoup de merde. Il y a beaucoup de choses. D'abord, on reçoit 100 000 albums parce qu'il y a beaucoup de musique qui est rééditée, qu'il y a aussi beaucoup de musique libre de droit qui sont réenregistrées, et puis il y a aussi beaucoup de créations musicales dans le monde. Et on n'a jamais autant. C'est génial. Chose, ouais. Le truc, c'est que pour nous, comment est-ce qu'on arrive à faire un Deezer aussi différent et aussi personnalisé à chacun, c'est très complexe. Donc, moi, ma vision, ce serait que l'app, elle soit totalement différente pour chacun de nos clients et que seule la musique qui lui corresponde puisse arriver jusque-là. On est aujourd'hui dans un produit qui est relativement uniforme, même s'il se personnalise beaucoup. En homepage, on a des playlists qui sont individualisées. On a toute la programmation musicale de la homepage de Deezer est faite en fonction de nos goûts. Et demain, est-ce qu'on pourra aller encore plus loin et avoir
une proposition encore plus fine? Ça, c'est une des questions. Après, est-ce que demain, 10h, pourra, à l'image d'une nouvelle star, l'émission TV, faire émerger des jeunes talents que personne n'a encore entendus C'est ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire que dans nos playlists, on met à la fois Drake et Ninho et Soprano, mais aussi beaucoup de jeunes talents. 10h est une boîte française qui a la conscience de l'importance de sa puissance en France pour aider les jeunes talents à émerger. Et les sopranos de demain sont... Je rappellerai à nos auditeurs qu'il y a 4 ans, personne ne connaissait Clara Luciani, Angèle et Di De Pretto notamment, Thérapie Taxi, et qu'on les a tous eus sur une création originale qui s'appelait Souvenir d'été il y a 4 ans, et qu'aujourd'hui ce sont des grands artistes de la French pop. Donc 10h participe d'aider les artistes à grandir. À cet exemple-là, que toi qui es aussi un homme de télé, on aurait pu imaginer qu'il y ait du radio-crochet. On pourrait imaginer du radio-crochet au sens faire voter, choisir des artistes, etc. Animer ça et les faire sortir, ce qui est un peu le cas de ce qu'a pu faire un The Voice. Finalement, c'était vraiment une forme de radio-crochet modernisé. Est-ce qu'il y a pas, ça peut pas être des projets d'avenir Pour l'instant, pour être très sincère, on ne regarde pas la musique sous cet angle-là, mais d'une certaine manière, quand on met toutes les nouveautés tous les vendredis dans nos playlists et que le catalogue est accessible, on voit le vote, puisque nous voyons le streaming des artistes. Et ce qui est très intéressant, c'est que même des artistes qui ne sont pas mis en avant par nos algos ou par nos playlists tout de suite peuvent émerger grâce à des communautés digitales qui se créent ailleurs et qui deviennent très dynamiques sur Deezer. Et qui les recommandent, d'accord. Voilà. Et donc sur Deezer, on voit vraiment toutes les tendances musicales se dessiner. Donc il y a une sorte de vote permanent. Maintenant, de faire un radio-crochet, c'est pas a priori j'ai compris. Non, mais... Alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas une autre piste qui serait de mettre du live aussi? Est-ce que ça a été exploré Alors, on est en train de l'explorer. On vient d'ailleurs de faire un concert en live avec Soprano, mais on essaie de voir si on ne doit pas créer un autre univers pour le live, pour laisser l'audio tel qu'il est, où il est. En fait, nous, on est une plateforme de musique à la demande, donc on n'est pas intrinsèquement une plateforme de live. Quand on fait des concerts live sur Deezer, ça marche assez peu. Mais est-ce que sur le plan technologique, c'est très différent après, parce qu'on pourrait imaginer là, être en live, on pourrait dire tiens, on est dans le France Digital Day, on va exister en replay évidemment en podcast, mais on pourrait écouter Louis Alexis Gemini directement pendant le France Digital Day. Tout à fait. Il n'y a pas de difficulté à ça. Et d'ailleurs sur Deezer, on a toutes les radios en direct, donc on sait le faire. Mais nos clients ne cherchent pas particulièrement. Ils vont directement écouter la radio sur la radio ou... Ils écoutent la radio sur Deezer aussi. Et ou sur la radio, mais sur le live, aujourd'hui, on est plus dans le live, le vrai, et beaucoup sur les réseaux sociaux. Et nos plateformes ne sont pas forcément les lieux où nos clients ont très envie de regarder ou d'écouter du live. Par ailleurs, le live, il faut le savoir, ça intéresse des niches à chaque fois, mais nous, on a des enjeux de faire plaisir à des millions de personnes en même temps, donc c'est quasiment un autre métier. Mais on y réfléchit. En fait, le gros sujet, c'est ce que demain, 10h, et on revient à ton image avec Netflix, pourrait devenir producteur en tant que tel De quoi, de concerts ? Ouais, de concerts, d'événements, de musique, de disques. Non, parce qu'après, quand on parle de cette fameuse chaîne de valeur, on sait que, après, effectivement, avec la dématérialisation, etc., il y a eu quand même une partie pas négligeable des revenus des artistes qui vient du monde du spectacle vivant, sauf en période de Covid, hélas. Mais... Tout à fait, tout à fait. Nous n'avons pas pour projet de concurrencer les producteurs qui sont nos partenaires, et donc nous n'avons pas vocation à devenir un label. Quant au spectacle live, il y a aussi des gens dont c'est le métier. En revanche, on peut être partenaire de live et les relayer sur Deezer, ça oui, c'est tout à fait possible. Alors justement, pour comprendre un peu cet environnement et cet écosystème que vous avez créé, on a une question de notre partenaire Neuflise et son patron Laurent Garret. Vous avez un message. Bonjour Louis Alexis. Le streaming a complètement changé notre rapport à la musique, notre façon de l'écouter et bien sûr de la consommer. Ma question est la suivante. Vous qui avez l'ambition de créer le hub de l'expérience audio, pensez-vous que le streaming est définitivement l'avenir de la musique et de l'expérience audio en général ? Merci. Merci de poser cette question. Alors l'avenir de la musique, je pense qu'en tout cas une partie de son avenir dépend clairement aujourd'hui des plateformes de streaming, puisque l'industrie aujourd'hui dépend quasiment à 60% de nos revenus pour financer les siens. Donc la musique va dépendre d'une manière très importante du streaming. Pour autant, comme on en parlait un instant, le live est un élément qui est très important aussi comme un complément de revenu, voire comme un revenu principal pour beaucoup d'artistes. Et heureusement, car
comme je l'expliquais au début de ce podcast, le streaming n'est pas la solution à tous les besoins de revenus des artistes. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que... Ni d'expérience. Oui, l'expérience, parce scène. que... Voilà, moi, je suis aussi artiste, musicien. Le streaming, c'est une expérience. Et Thomas, tu as tout à fait raison. Maintenant, on n'égalera jamais l'expérience du live. C'est une autre expérience. Et puis, pour ceux qui veulent du vinyle ou des expériences plus analogiques, eh bien, il y a aussi d'autres expériences. À cet égard, d'ailleurs, tu vois, si tu me disais « I have a dream, my dream », c'est de créer Deezer vinyle. Je voudrais être capable de développer une nouvelle app où on a la qualité du son vinyle jusqu'aux originaux, parce que je voudrais que Deezer devienne la mémoire de l'humanité de la musique sur vinyle. Et c'est pas ce que voulait faire Qobuz un peu justement, ou c'est je ne sais pas, je connais pas l'ADN de Qobuz. Je sais qu'ils ont un petit peu cette... Non mais Qobuz a une vraie noblesse de démarche musicale aussi dans la qualité. Je pense qu'ils sont dans le FLAC et la HD, donc on est quand même dans le digital. D'accord. Moi, je parle d'analogique. D'accord. Je suis DJ depuis 25 ans. Voilà. J'adorerais. Techniquement, c'est. Moi, il y a deux choses qui me manquent dans le streaming. C'est d'essayer d'exprimer la qualité de l'analogique en digital. Donc, j'en parle de temps en temps comme ça à la cantonade. Et il y a un deuxième truc qui me manque, c'est la beauté des pochettes et des crédits. Et j'en parle aussi, c'est que j'aimerais qu'on redevienne une bibliothèque musicale et pas juste une discothèque. Dans une bibliothèque, on touche les disques et on peut les lire. Donc tout ça dans la paume de la main, mais c'est un sujet de temps en temps. Ça, c'est mon rêve. Et moi, je suis d'accord sur les pochettes et les photos. C'est que moi, je suis gros consommateur de Deezer, mais quand je suis un peu frustré par les petites photos, les trucs, etc. Tu vois, donc juste en travaillant sur la bibliothèque d'images, de revoir un petit peu le plaisir qu'on avait à découvrir ces pochettes de rock qu'on adorait. Alors c'est peut-être un truc de vieux con. Non, c'est pas un truc de vieux con. Je crois qu'on a tous besoin de beauté encore plus dans le monde d'aujourd'hui. La mémoire musicale de l'humanité. Oui, absolument. Ça, c'est une vision... Peut-être qu'on la réussira. En tout cas, on a 75 millions de références musicales dans tous les supports musicaux qui existent, dans 650 serveurs dans 2 endroits dans le monde, sécurisés. Et d'une certaine manière, on a une partie de la mémoire musicale de l'humanité chez Deezer. C'est ce qui fait qu'on est une entreprise très, très particulière. C'est un gros disque dur, ça. Et 40 nuances de Next se veut la mémoire entrepreneuriale du Next 40 et des champions de la tech. On a fait le tour de cette première partie consacrée à Deezer, mais... On ne fera jamais le tour, mais l'horloge tourne. On l'a compris... il y a aussi un homme qui était avec nous et qui est riche de multiples aventures, et c'est ce qu'on va tâcher de découvrir ensemble dans la seconde partie. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.